Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire une présentation du logiciel StatGraphics à partir d'un premier exemple qui a donné lieu déjà à une étude de cas longuement détaillée sur laquelle on ne reviendra pas. Il s'agit de présenter le logiciel pour l'application de la construction et de l'analyse d'un réseau de type Simplex Android qui avait été mis en œuvre par Kurotori dans le cadre de la formulation de ProperGold. Donc très rapidement, nous allons rappeler le contexte de l'étude, quels sont les facteurs, la réponse et l'objectif à atteindre. Nous préciserons quelle est la liste des mélanges qui a été proposée par l'auteur et puis nous passerons dans les menus de StatGraphics pour présenter la création d'un plan de mélange. Les séquences suivantes porteront sur l'analyse du plan de mélange et la dernière séquence portera sur un assistant de construction et d'analyse. Donc dans cette première séquence, nous allons d'abord rappeler l'exemple Kurotori en 1966, c'est-à-dire quelque part presque 10 ans après le début des plans de mélange proposés par Henri Scheffé. Kurotori a publié une étude de formulation d'un combustible pour fusée qu'on appelle un ProperGold, qui est un mélange ternaire, et l'objectif de l'étude consiste à chercher les proportions des constituants qui permettent de maximiser une réponse qui est ici un module d'élasticité. Les facteurs sont au nombre de 3. Ces facteurs vont être soumis à des contraintes individuel inférieur explicite. Vous voyez apparaître le premier facteur sur un diagramme d'Ishikawa, c'est le liant. Il en faut au moins 20%. Vous voyez apparaître un deuxième facteur qui est le comburant. Il en faut au moins 40%. Et le dernier facteur qui est le combustible qu'il faut introduire à hauteur d'au moins 20%. Et ces trois facteurs vont concourir à former un mélange explosif sur lequel on va étudier le module d'élasticité. Ce module d'élasticité, il faudra atteindre une valeur de 3000 en minimisant la proportion de liants. Alors la présence de contraintes individuelles inférieures explicites que nous avons présentées sur le transparent précédent va produire une géométrie sous forme d'un simplex pour le domaine expérimental, simplex de même orientation que le simplex de hauteur unitaire, le simplex initial, mais par voie de conséquence, les contraintes inférieures explicites vont générer automatiquement des valeurs supérieures pour les contraintes qu'on va appeler des contraintes individuelles supérieures implicites. Comment les définit-on? Bien, tout simplement en rajoutant la hauteur du petit simplex aux valeurs des contraintes inférieures. C'est ce que vous voyez apparaître en bleu par des traits bleus dans le plan de la figure. Et donc les auteurs cherchent à explorer ce domaine expérimental de façon à maximiser ou d'atteindre une valeur de 3000 pour le module d'élasticité en minimisant la teneur en liant. Alors pour ce faire, eh bien, ils vont supposer qu'un modèle d'exploration de ce domaine les aidera ou aideront les expérimentateurs à trouver la solution. Et parmi les modèles classiques, au moins ceux qu'on rencontrait à l'aube des plans de mélange, on trouve les formes canoniques des modèles polynomiaux. J'ai rappelé ici la forme canonique du modèle de degré 1, la forme canonique du modèle de degré 2, et ensuite, proposé également par Henri Scheffé en 1963, les modèles synergiques de degré Q, en l'occurrence ici, un modèle synergique de degré 3, puisque nous sommes en présence de 3 constituants. Et ces modèles font apparaître respectivement 3 paramètres, 6 paramètres, 7 paramètres que l'on va devoir estimer à partir d'une campagne expérimentale qui doit être de taille supérieure ou égale au nombre de coefficients ici à estimer. Et de façon à minimiser les incertitudes, Henri Scheffé en 1963 a proposé une méthode de maillage qu'on appelle un réseau de type Simplex Centroid Design, qui consiste à faire les centres de tous les sous-espaces, d'une part, à savoir ici les sommets
les milieux d'arête et le centre, et on va venir compléter ce réseau par des points axiaux que vous voyez positionnés entre le centre et les sommets. C'est ce qui justifie la définition des 10 mélanges que l'on trouve dans la publication et dont vous voyez reporter dans un tableau les fractions massiques. Et une fois qu'on aura fait ces expériences, naturellement, on se livrera à l'analyse et ce sera l'objet de la deuxième séquence. Alors comment bâtir ce plan d'expérience à partir du logiciel StatGraphics? Tout d'abord, StatGraphics est un logiciel généraliste en statistique et dans ses nombreux menus, vous trouvez un menu dédié au plan d'expérience. Et dans ce menu dédié au plan d'expérience, vous pouvez avoir une approche assistée de construction et d'analyse avec quelque part un système expert qui étape par étape va vous guider, ou alors utiliser la procédure classique qui existe depuis bien longtemps dans ce logiciel, qui d'une part va consister à créer d'abord un plan d'expérience et ensuite analyser les réponses obtenues par les expérimentateurs. Donc dans cette première séquence, nous allons utiliser la procédure plutôt classique de construction d'un plan de mélange en utilisant l'enchaînement des séquences que vous voyez à l'écran. Pour créer un plan d'expérience, et en particulier un plan de mélange, il faut situer la nature du plan d'abord que l'on veut faire, et donc nous désignons tout de suite dans la liste de plans disponibles l'item qui correspond au plan de mélange. Dans cette boîte de dialogue, vous voyez apparaître également au-dessous le nombre de réponses que l'on souhaite étudier et analyser, en l'occurrence ici une, et également le nombre de constituants que l'on souhaite mélanger. Alors on peut remarquer à ce niveau-là qu'il ne semble pas possible d'aborder d'autres stratégies que la stratégie de type component proportion, à savoir la modélisation d'une variation de la réponse, uniquement en fonction des variations des proportions des constituants. Et nous verrons tout à l'heure, dans l'approche qui fait appel à un assistant de construction, qu'il est possible d'associer des variables de procédé à des variables de mélange. Donc pour reprendre l'exemple de l'auteur, nous avons trois constituants, nous avons une réponse, et donc dans les boîtes de dialogue suivantes, nous allons textuellement définir le nom de la réponse avec son unité éventuelle et le nom des trois constituants avec des contraintes éventuelles limitant leur variation. Alors, commençons par définir les constituants. Le premier constituant, c'est le liant. Et d'après les auteurs, il faut mettre au moins 20% de liant dans la formule, bien qu'on souhaite minimiser la teneur en liant. Vous voyez apparaître également dans cette boîte de dialogue la contrainte implicite relationnelle, mais on pourrait en modifier la valeur, nous précisant que la somme des proportions doit être unitaire. Le deuxième constituant a une contrainte individuelle inférieure explicite égale à 40%, et le dernier constituant, le combustible, a une contrainte individuelle inférieure explicite fixée par les auteurs à 20%. Donc l'ensemble de ces contraintes va nous permettre de générer le domaine expérimental au sein duquel on choisira un maillage. Mais avant ça, regardez par défaut, StatGraphics avait prévu que la plage de variation des constituants soit comprise entre 0 et 1, c'est la définition d'une fraction massique, d'une fraction volumique, d'une fraction molaire, et on va devoir modifier la valeur de la contrainte supérieure. En effet, si l'on valide les boîtes de dialogue précédentes, StatGraphics nous rappelle qu'il y a un problème d'incompatibilité des contraintes et que les valeurs dites incompatibles doivent être ajustées. En
effet, dès lors que vous introduisez des constituants à hauteur de 20%, de 40% et de 20%, eh bien, plus aucun de ces constituants ne peut être présent à hauteur de 100%. Et donc, StatGraphics ajuste automatiquement à partir d'une formule très très simple que nous avons rapidement rappelée en introduction, les valeurs des contraintes supérieures en utilisant la contrainte individuelle implicite UI étoile, qui n'est autre que la valeur inférieure à laquelle on rajoute la hauteur du simplex. Et donc ceci est corrigé automatiquement par StatGraphics à cette étape-là. Nous verrons que dans l'assistant de construction, dans la troisième séquence, il est nécessaire de saisir les valeurs préalablement modifiées. Alors, les contraintes ayant été définies, les facteurs ayant été également définis, on va donner le nom de la réponse. Ici, il n'y en a qu'une. On ne dispose pas de l'unité dans la publication, donc on se contente de rappeler dans la boîte de dialogue le nom de la réponse. Et une fois que nous avons défini, d'abord, je vous rappelle, le contexte, c'est un plan de mélange. Ensuite, les facteurs. Et enfin la réponse, eh bien on va aller dans la boîte de construction des plans de mélange, dans la stratégie Component Proportion, stratégie qui permet de modéliser la variation d'une réponse ou de plusieurs réponses en fonction des variations uniquement des proportions des constituants. Et dans les maillages classiques que l'on rencontre dans la littérature, on va retrouver ce qu'a proposé Henri Scheffé en 1958, à savoir des dispositifs de type Simplex Lattice Design, des dispositifs de type Simplex Centroid Design en 1963, et si le domaine expérimental avait ressemblait à un polyèdre convexe, eh bien on aurait pu utiliser une stratégie de type Extreme Vertex Design qui a été proposée dans les mêmes années, en 1966, par McLean et Anderson. Alors on va rappeler très rapidement le principe d'un réseau de type simplex, simplex lattice design. On associe à l'exploration du domaine expérimental un modèle, et si c'est un modèle de degré 1, vous avez la forme canonique de ce modèle qui est rappelée au bas de l'écran. Cette forme canonique fait apparaître 3 paramètres. Il convient donc de disposer dans le domaine expérimental 3 mélanges distincts. Et afin de minimiser les incertitudes, il faut que ces mélanges soient les plus équirépartis possibles, donc les plus équidistants entre eux, et qu'ils couvrent l'intégralité du domaine. Et donc la solution, dans ce cas, consiste à faire des expériences au sommet du domaine. Si vous souhaitez modéliser d'éventuelles courbures dans la distribution des réponses, il faut adopter au moins la forme canonique du modèle de degré 2. Cette forme canonique du modèle de degré 2 fait apparaître 6 paramètres et l'estimation de ces paramètres va nécessiter la construction de 6 expériences distinctes, 6 mélanges, que vous voyez apparaître dans le plan de la figure, et c'est ce qu'on appelle un réseau de degré 2. On peut passer au réseau de degré 3 en découpant quelque part en 3 le domaine expérimental. On a des expériences qui vont être situées à 1/3, 2/3 de la hauteur du domaine, et ce réseau va permettre de générer 10 expériences équiréparties, et ces 10 expériences correspondent strictement, ce nombre d'expériences correspond strictement au nombre de paramètres à estimer dans la forme canonique du modèle de degré 3 qui est rappelé également à l'écran. Alors voilà ce qu'on peut faire avec les réseaux de type Simplex Lattice Design. Alors dans la publication, Kurotori a utilisé un autre dispositif expérimental proposé par le même Henri Scheffé en 1963, qui est un réseau dit Simplex Centroid. Et le réseau Simplex Centroid consiste à faire finalement les centres de tous les sous-espaces que l'on peut définir dans le domaine.
On peut définir les sommets, on peut définir les arêtes et on peut définir la seule face qui existe dans un triangle. Et les points rouges que vous voyez matérialisés à l'écran représentent les centres de ces sous-espaces, 3 sommets, 3 milieux d'arêtes et le centre du domaine. Et ces 7 mélanges vont me permettre d'estimer, alors à l'époque à partir de formules analytiques, vont me permettre d'estimer les 7 coefficients d'un modèle qu'on appelle le modèle synergique de degré 3 et que l'on peut confondre dans ce cas-là avec un modèle dit spécial cubique, mais il vaut mieux conserver la notion de modèle synergique. Alors, vous voyez apparaître à l'écran un réseau qui n'est pas tout à fait uniformément réparti et on va densifier ce réseau par la suite par des points axiaux. Avant ça, rappelons à quoi correspond la stratégie proposée par MacLean et Anderson en 1966. Si les contraintes explicites formulées par les expérimentateurs venaient à former un polyèdre convexe, régulier ou irrégulier, une des méthodes de maillage consiste à définir d'abord des expériences au sommet de ce domaine. C'est ce que vous voyez à l'écran. Le domaine vert résulte de l'application de contraintes inférieures matérialisées par des traits en pointillés rouges, des contraintes supérieures matérialisées par des traits en pointillés bleus, et l'association de ces contraintes donne lieu à un domaine qui est un polyèdre convexe et qui ici présente 5 sommets avec des arêtes de longueur inégale. Bien, MacLean et Anderson en 1966 a proposé une méthode empirique de maillage qui consiste à faire d'abord les sommets du domaine, puis suivant le nombre de constituants, le centre des faces, le centre des arêtes et le centre du domaine, pour obtenir un maillage suffisant pour fabriquer un modèle de degré 2. Alors, revenons au cas qui nous intéresse, de la publication de Kurotori. Nous devons estimer les coefficients d'un modèle synergique, les 7 coefficients, donc voilà les 7 mélanges qui vont être définis, et naturellement on va associer à ces 7 mélanges un type de modèle, soit un modèle de degré 1, soit un modèle de degré 2, soit un modèle de degré 3 spécial qu'on va continuer à appeler modèle synergique, et naturellement qui peut le plus peut le moins, la définition de ces 7 mélanges vous permettra bien d'estimer aussi bien le modèle synergique que le modèle de degré 2 et le modèle de degré 1. Et en validant le choix d'une forme de modélisation, on va accéder à une boîte de dialogue qui nous propose d'augmenter le plan, c'est-à-dire de rajouter des expériences, et ces expériences vont être rajoutées suivant les axes du domaine à mi-distance, ce que vous voyez à l'écran, entre le sommet et le centre. Ce sont des points axiaux, et vous ne pouvez pas modifier la position de ces points axiaux dans le logiciel. Ces points axiaux seront systématiquement définis à mi-distance entre le sommet et le centre. Et puis il y a une case que je n'ai pas cochée dans cette boîte de dialogue pour pouvoir retrouver l'ordre des mélanges réalisés par Kurotori. C'est la case qui concerne la réalisation des essais dans un ordre aléatoire. Cette case doit être cochée si vous craignez des phénomènes de dérive. Ne faites pas les essais dans un ordre standard, mais faites-les plutôt dans un ordre aléatoire. C'est une recommandation due à Fischer au début du XXe siècle, lorsqu'il a proposé les premiers plans d'expérience. Alors, dès lors qu'on a validé cette démarche, on arrive sur un récapitulatif, donc on arrive sur une feuille textuelle qui nous rappelle que nous avons 3 constituants, une réponse, que l'on s'apprête à faire 10 essais, de manière à estimer un modèle spécial cubique ou un modèle synergique de degré 3. Le petit tableau rappelle les valeurs des contraintes au sein desquelles on va essayer de modéliser la variation de la réponse et de répondre ensuite à la question des expérimentateurs, savoir atteindre une valeur de 3000 pour le modèle d'élasticité avec une teneur minimale en liant. Et
le petit Stat Advisor, c'est un petit guide que vous voyez apparaître régulièrement dans les boîtes de dialogue de StatGraphics, nous rappelle que ces expériences ont été réalisées en un seul bloc et que nous n'avons pas généré un ordre aléatoire, et on nous dit que si certaines variables viennent perturber la réalisation de la mise en œuvre ou la mise en œuvre de ce plan d'expérience, eh bien une dérive pourrait venir impacter de façon dangereuse la variation des résultats expérimentaux et donc leur analyse, et que lorsqu'on redoute des phénomènes de dérive, eh bien, il est conseillé de faire les essais dans un ordre aléatoire. Vous voyez reporter également, mais ce n'est pas un écran StatGraphics, on le verra après, la position des points dans le domaine. Et donc, une fois que vous avez validé, vous retrouvez un tableur qui n'attend plus que la valeur de la réponse, on voit l'intitulé de la colonne, qui attend les valeurs du module d'élasticité, et dans les premières colonnes, vous voyez apparaître bien les fractions massiques associées aux liants, associées au comburant et associées au combustible, qui donnent lieu aux 10 mélanges que vous voyez dans le plan de la figure. Donc la création du plan de mélange est finie. On a défini un nombre d'expériences nécessaires et suffisants pour estimer les paramètres du modèle synergique de degré 3, et ce nombre est égal à 10, et la nature des mélanges correspond au sommet de ce petit triangle, au milieu des arêtes, au centre, et ensuite au point action. Alors il est possible, depuis la dernière version de StatGraphics, de visualiser la position des mélanges dans le domaine expérimental. Il suffit d'aller dans le menu qui s'intéresse au dessin, en lui demandant de réaliser un diagramme ternaire, une représentation triangulaire. La boîte de dialogue nous propose d'organiser les sommets que mettons sur le sommet A, sur le sommet B, sur le sommet C. Et dès lors que vous avez défini quels sont les constituants que vous allez positionner sur ces trois sommets, eh bien, vous pouvez naturellement faire varier l'échelle. Ici, j'ai laissé une échelle de 0 à 1. Vous pouvez régler le nombre de marques intermédiaires sur cette échelle, donc ici 5 divisions, et vous voyez apparaître le diagramme ternaire, diagramme triangulaire, au sein duquel vous voyez apparaître les 10 mélanges que les expérimentateurs en 1966 ont mis en œuvre et dont nous allons analyser la variation dans la prochaine séquence. Donc voilà comment on peut mettre en œuvre un plan d'expérience simple avec le logiciel StatGraphics, simple dans le sens où finalement on exploite un processus historique de construction d'un plan d'expérience, et d'autres études de cas nous permettront de voir comment on s'adapte, soit lorsqu'on est en présence d'un polyèdre convexe, on en a rapidement parlé, soit quand on va faire appel à des algorithmes d'échange pour la construction de plans optimaux, mais ce sera d'autres présentations. Donc merci de votre attention pour cette première séquence, et je vous retrouve tout de suite dans la séquence numéro 2 où nous allons analyser la variation des résultats de ces mélanges par les auteurs, de façon à trouver un optimum qui est censé satisfaire les contraintes. Merci encore de votre attention, et à tout de suite pour la séquence numéro 2.